Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien. On est au service du film, on est là pour faire le meilleur film possible. Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait le son aide beaucoup aussi. Play, pause, cut. Ça va et toi? C'était à l'heure. Incroyable. Ouais, ça n'arrive pas tous les jours. Ah ouais. Cet épisode commence à la gare d'Angers, où je retrouve une monteuse qui s'est installée dans la région après le Covid. Ça s'appelle la croisette. La croisette. Pour rire les potes. On est à Cannes en fait. Elle a monté plusieurs longs métrages en cinéma direct, comme Les Arrivants ou Les Règles du jeu de Claudine Bory et Patrice Chagnard. Elle travaille régulièrement sur des films animaliers et des documentaires, tels que C'est comme ça, de Sarah Bélanger, qu'elle termine au moment de notre rencontre. On a parlé de la fictionnalisation du réel, de l'importance du point de vue des réalisateurs et réalisatrices, mais aussi d'engagement politique, d'éthique et de confiance, ou encore de vautours, de babouins et de guépards. Ah oui, ça sent la cheminée. Oui, ça sent la cheminée, mais C'est agréable. Bienvenue dans la salle de Stéphanie Goldschmidt. Et voilà, la salle orange. Ah oui, t'as plein de posters d'aigles. Ouais, de vautours s'il te plaît. De vautours, pardon. Ok. Et en fait, c'est une blague, c'est qu'en fait, j'avais monté un film sur les vautours en arrivant. Mhm. Et donc Emmanuel Rondeau, le réalisateur, il est arrivé, et premier jour de montage, il m'a mis 5 posters au mur. Et les enfants veulent absolument pas que j'enlève, et tout le monde m'a dit que c'était très bien. Donc j'ai fait ok, on Ouais, laisse. bah ouais. Maintenant, je dis aux réalisateurs que s'ils veulent un peu décorer, qu'ils viennent avec Avec leur thématique. leur thématique, tu vois. Voilà, il y a quelques restes. Alors, est-ce que tu peux nous décrire cette salle de montage que tu as fait un petit peu tout à l'heure avec ces magnifiques posters de rapaces? Alors, on est dans une pièce, on va dire, du coup, qui est restée dans son état d'origine quand on est arrivé, et qui donc avec un magnifique orange, un peu un enduit des années 70, un peu vieillot, mais voilà. Et donc pour l'instant, ça reste comme ça. À terme, on va un peu faire des travaux et faire quelque chose d'un peu plus moderne, sans doute. Mais écoute, pour l'instant, on est bien. Il y a une fenêtre, on a la vue, voilà. Sur le jardin. Sur le jardin, on est tranquille, il se passe rarement grand-chose ici. Oui, parce qu'on est donc à Angers, Ouais. dans la banlieue d'Angers. Dans la banlieue d'Angers, on est juste juste tout collé à Angers, à Bouchemaine, au bord du lac de Maine, un peu dans la nature, on va dire. Et en même temps, on est quand même tout près de la ville. Donc non, on est bien. On a plutôt, d'ailleurs en montage, c'est plutôt drôle parce qu'on a plutôt les oiseaux des fois qui nous font du bruit. Voilà, mais non, on est bien. Et il faudrait un peu faire quelques petits aménagements, mais moi ça va, je me sens bien en tout cas pour travailler. Et est-ce que tu veux nous parler un peu du projet que tu viens de terminer? Ouais, on peut. Donc je viens de terminer un documentaire d'auteur pour l'Heure D. C'est des documentaires de création qui passent l'été. Voilà, et là c'était un film assez particulier donc c'est une jeune réalisatrice, Sarah Bélanger, qui a choisi de filmer sa grand-mère, qui était une ancienne ouvrière d'une grosse usine textile d'Angers. Et du coup, elle a choisi de filmer sa grand-mère et de l'interroger beaucoup sur ce passé. Et pour, on va dire, recréer un univers de cette usine, ne trouvant pas d'archives, elle a décidé de remettre en scène sa grand-mère sur un terrain vague. Et elle fait juste les gestes, en fait, qu'elle faisait à l'époque. Elle était sur des énormes machines. Elle, c'était des presses. Donc, elle repassait les pulls toute la journée avec des énormes machines qui chauffaient très fort avec de la vapeur. Et donc, elles étaient
des centaines dans un énorme atelier. Et voilà, donc elle a remis ça en scène et c'est assez étonnant. C'est très beau. Ouais, ça doit être assez poétique. Ouais, c'est très poétique et en même temps, Sarah a voulu vraiment mettre en scène aussi la relation avec sa grand-mère. C'est ça qui marche aussi. Ça fait partie des choses que j'aime d'ailleurs dans le documentaire d'auteur, c'est que on peut avoir un point de vue comme ça un peu intime, un peu personnel. Et du coup, je trouve qu'on est parfois, mais souvent quand même, on est assez touché parce que du coup, ça nous parle plus directement en termes d'émotion. Et bon, il y a le sujet, bien sûr, du monde ouvrier, mais on l'aborde pas du tout comme alors, dans les années 50, j'ai une usine, machin. Donc, c'est pas du tout cette approche-là. Et du coup, je trouve que souvent, dans les documentaires d'auteurs avec un vrai point de vue, ça permet quand même une approche plus personnelle et avec plus d'émotion. Enfin, plus ça va, plus je me dis quand même un peu ça. Ouais, c'est plus intime. Sarah, c'est un premier film et ça a même été super parce qu'en fait, on s'est rencontrés. Elle avait filmé pendant presque 1 an et demi sa grand-mère. On a eu une semaine gentiment proposée par la production près des rushs. C'est-à-dire, j'ai regardé avec elle ces rushs et il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et du coup, elle a vachement retourné avec sa grand-mère, qu'elle avait sous la main. Et ensuite, on a fait une première phase de travail pendant 3-4 semaines. On a eu 8 semaines en tout. Donc on a eu 4-5 jours donc, de ce travail-là. Après, elle est partie retourner. Moi, je pensais qu'elle allait retourner quelques trucs. En fait, elle a retourné beaucoup. Ouais. Et ensuite, quand on s'est revus, on a fait 4 semaines avant l'été. Et là, on est arrivé à une première version. Et on a repris en septembre. Et alors ça, cette pause a été géniale. On a pu vraiment maturer, réfléchir, etc. Et je pense que ça, c'est d'autant plus important quand tu as vraiment affaire à un premier film où les choses se cherchent. Oui. Et du coup, elle a pu vachement réfléchir sur, effectivement, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment raconter. Parce qu'on est sorti de la première session en se disant, non mais il va falloir que tu sois présente dans le film. C'est-à-dire au sens, elle était déjà un peu présente à l'image, mais présente à une voix, quoi. Parce que il y a plein de questionnements qu'on sentait, mais tu sais, très comme ça, quoi, un peu de manière diffuse, pas nette. Et du coup, quand on est revenu en septembre, on était vraiment que là-dessus. Se dire, ton point de vue, c'est quoi? Ton point de vue, c'est quoi? À chaque truc. Et du coup, c'était génial parce que cette pause, elle a été, mais vraiment, elle est revenue. Bon, elle a vachement bossé. Hein. Enfin, les réalisateurs, quand même, globalement, c'est des gens qui bossent énormément. Il faut quand même remettre les choses. Et bien souvent, en documentaire, c'est presque les moins payés sur les films. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et en l'occurrence, Sarah, elle a bossé, mais comme vraiment beaucoup, quoi. Elle est revenue avec plein d'idées, plein de trucs et tout. Et on a repris, du coup, un peu plus d'1 mois pour finir le film. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette pause, et s'il n'y avait pas eu en plus en amont le travail qu'on avait déjà fait ensemble la petite semaine là, pendant son tournage, le film aurait été très différent. On a eu 8 semaines pour un 60 minutes, ce qui est correct, mais pour un film d'auteur, j'ai envie de dire, c'est pas luxe non plus, tu vois, parce qu'il y a des phases de recherche. Et ces phases de recherche ont été compensées par ces pauses. Donc ça dépend vraiment des films, en fait, les histoires de pauses, je trouve. C'est pas automatique. Alors que même juste 1 semaine, 2 semaines, ça sert vachement, je trouve, surtout quand tu as déjà une structure et que tu fais une pause à ce moment-là. Tu as le temps vraiment de maturer, comme tu dis. Tu vois, ça continue. Exactement, ouais. Et j'en suis venue à me dire que finalement, les films où il n'y a pas beaucoup de temps, faudrait mettre des pauses. Alors après, c'est contre-productif pour les monteurs, parce qu'effectivement, c'est du temps que tu peux pas consacrer à autre chose, donc forcément, tu es un peu pris en otage par ce temps-là. Voilà, mais du coup, en général, les pauses, moi, je trouve que c'est assez bénéfique. Après, il faut pas en faire des trop longues. Enfin, je pense que là, 1 mois, c'est parce que c'était les vacances et ça s'est bien passé. Et puis, on est revenu au montage en se disant, ça marche, on était sûr de choses, ça nous a vachement rassurés, en se disant, mais le film, il fonctionne, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Et maintenant, c'est vraiment quelle place tu veux mettre. On a été rechercher plein de choses qu'on n'avait pas mises sur des petits moments qu'elle a avec sa grand-mère qui sont un peu en off, qui sont un peu des choses qui nous ont vachement aidé à construire sa relation avec sa grand-mère. Et on s'était pas permis de le faire avant. Tu vois, avant, on était dans l'efficace, quoi. C'était très efficace. Genre, elle parle de ça, on met ça, elle parle de ça, on met ça. Après, ça nous amène là-dessus. Et puis là, il y a l'émotion, truc, machin. On était dans un truc assez... Parce qu'au début, tu as envie de te rassurer, tu as envie de mettre tous les trucs.
Et puis on se rendait compte que ça manquait un peu de, tu vois, de charme quand même, de truc. Et on a ressorti plein de moments où sa grand-mère fait du jardin, enfin des trucs tout ça, elle fait un feu. Tout. Et en fait, ça prend une force. Et ça, je pense que si on n'avait pas eu ce moment-là, ce temps-là, on n'aurait pas osé autant, tu vois, par exemple. T'es issu du cinéma direct un peu, non? T'as fait beaucoup de documentaires. Ouais, j'ai fait beaucoup. Alors, ouais, je suis vraiment tombée dedans, je connaissais pas du tout. Je suis arrivée en sortant du BTS, il y a eu une petite annonce qui disait on cherche une assistante stagiaire pour un documentaire. Je me suis présentée, j'ai été prise, j'ai fait une super rencontre, donc un monteur qui s'appelle Nicolas Barachin qui m'a, on va dire, chapeauté. Un peu mentor. Ouais, voilà, c'était mon chef, quoi, mais vraiment, avec tout ce que ça veut dire. Et pendant plus de 10 ans, on a travaillé ensemble ensuite, mais là, voilà, bon, je l'ai rencontré là. Et il se trouve que déjà, c'était un film en cinéma direct. Et voilà, avec vraiment à peine de voix off, quelques entretiens, mais sinon, c'était vraiment... la réalisatrice avait suivi des étudiants d'Hippocane qui passaient le concours de l'ENS, je crois. Et ça s'appelait l'année du concours. Et donc, elle les a suivis sur 1 an. Mais là où j'ai du bol sur ce premier stage, c'est qu'en fait, Avid était au tout début et donc il y avait des disques énormes. Je sais pas si tu te souviens, des racks de disques qui faisaient un bruit monstrueux et tout. Tu faisais 10 gigas. Mais ça faisait rien, voilà. Et alors là, par exemple, l'année du concours, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il devait y avoir, au moins à l'époque, c'était en bétanum. Et il devait y avoir 60 heures de rush. Et donc je passais ma vie à rentrer les rushs, ils montaient la séquence, on enlevait les rushs, on les mettait en fly, on en remettait d'autres. Non mais c'était quand j'y repense. L'angoisse. Mais c'était génial parce qu'en fait, du coup, j'étais là tout le temps. J'étais vraiment derrière, mais hyper active. Parce que du coup, c'est moi qui savais où était tout, j'avais tout vu avec eux. Enfin, c'était vraiment génial. Pour ça, et en documentaire, j'ai eu la chance d'être après, grâce à Nicolas, en fait, Nicolas Barachin. Après, il m'a emmené partout. Et surtout, je l'ai suivi sur un projet qu'il a monté dans un lieu très particulier qui s'appelait Périphérie. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est dans le 93. Non ? Alors là, maintenant, ils sont à Montreuil, mais pendant très longtemps, ils étaient au pied des tours, vraiment à Bobigny. Mais au pied des tours, c'est-à-dire vraiment, on arrivait dans une cité et tu avais une petite porte dans une des cités et hop, tu arrivais à Périphérie. Ce qui était super dans ce lieu, c'est qu'il y avait une super cuisine. Et comme il n'y avait pas de resto autour, on amenait tous nos trucs pour manger. Et du coup, on mangeait tous ensemble, très souvent. Et là, j'ai rencontré un nombre de réalisateurs de documentaires absolument super. Et ce qui était passionnant pour moi, c'est que c'était que des gens d'une génération bien plus avancée que la mienne. C'est-à-dire qu'ils avaient tous à peu près entre 50 et 70 ans, on va dire. Ouais. Et tous, ils m'ont appris plein de choses. Et donc, après, je suis passée un peu assistante avec un peu chacun, chacune. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Patrice Chagnard et Claudine Bory. Claudine était en train de finir un film magnifique qui s'appelait Monsieur contre Madame, qui n'était pas très gai, qui était sur un endroit où on faisait la médiation entre donc monsieur et madame qui ne voulaient plus se parler, et il y avait des enfants au milieu. Enfin, c'était assez dur comme film, mais c'est un très beau film. Et moi, je me suis retrouvée, je ne sais plus comment, assistante à la fin de Monsieur contre Madame. Et il se trouve que Patrice, à ce moment-là, Patrice Chagnard, allait faire des films avec les films d'ici. Donc ça s'appelait Voyage, voyage de Bénarès aux sources du Gange. Donc c'était un film très, très méditatif et très, très contemplatif. Ce qui n'est pas trop ma nature à la base. Il n'y avait pas beaucoup de budget sur ces films, c'était des films qu'ils étaient censés faire tout seuls, mais c'était le début, encore une fois, de Avid, etc. Et les réalisateurs, ils n'avaient aucune envie Enfin, à l'époque, ils n'avaient aucune envie, surtout de cet âge-là, de se mettre, tu vois, sur des ordis, quoi. Et donc, ils m'avaient un peu vendu en mode « Oui, j'ai une assistante au montage qui va m'aider. » Voilà. Et en fait, très très vite, je me suis retrouvée à monter le film. Et d'ailleurs, il a été super parce qu'à la fin, il a fait tout un sketch auprès de Richard Coppens en disant « Non, mais attends, elle n'a pas été assistante, en fait, elle a monté le film. » Donc voilà, donc c'était, je crois, un de mes premiers faits d'armes un peu sérieux. Et Patrice, d'ailleurs, avait été hyper encourageant parce que moi, c'est vrai que j'étais quand même toute jeune et j'étais hyper contente de monter parce que c'est vrai, entre-temps, j'avais fait pas mal d'assistanat en fiction, mais j'avais bien senti qu'en fiction, il avait fallu que vraiment je prenne mon mal en patience beaucoup avant d'arriver. Alors il y avait des courts-métrages, mais
Je sentais que ça allait prendre du temps et je crois que j'étais très 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 impatiente de monter. Il y avait aussi le fait que le documentaire, l'air de rien, encore plus à Périphérie, en découvrant cet endroit et ces gens, qui étaient quand même assez engagés à gauche, ça m'a ouvert, parce que moi j'étais absolument pas politisée. Je me posais pas de questions, la politique, la société, j'étais pas tellement là-dedans. Et j'ai découvert un monde, c'est-à-dire qu'en même temps que je découvrais le documentaire vraiment d'auteur social, je découvrais aussi tout un engagement politique dont j'avais absolument pas idée. Là, j'ai senti que ça prenait corps dans un acte aussi créatif. Enfin, il y avait quelque chose qui collait bien aussi, je trouvais, dans l'engagement de ces films. Et ça aussi, c'est vrai que ça m'a touchée. J'ai eu des discussions politiques avec Patrice et Claudine, mais pendant des années, quoi. Vraiment, ça m'a vraiment élevée aussi là-dessus, en tant qu'être humain. Et du coup, pour revenir juste au montage avec Patrice, c'est vrai que ce que j'ai trouvé génial, c'est que déjà j'étais toute jeune et j'ai eu la chance quand même de travailler avec un réalisateur qui avait déjà beaucoup d'expérience. Et Patrice était hyper encourageant parce qu'il m'avait dit une phrase, et ça m'est resté, c'est qu'il m'a dit, mais tu sais, tu sens le début d'un plan et tu sens la fin d'un plan. Et ça, tu l'as. Et ça s'apprend pas, il m'avait dit. Et ça m'avait vachement touchée parce que je m'étais dit, je sais pas si c'est vrai ou tu vois, mais je me pose toujours la question d'ailleurs, est-ce que ça s'apprend vraiment de sentir le début d'un plan, la fin d'un plan? Mais c'est vrai que ça m'avait vachement donné confiance. Voilà. Et c'est là aussi que j'ai découvert, en montant mais les autres films aussi, c'est l'idée de rentrer dans le point de vue d'un réalisateur. C'est-à-dire de vraiment essayer de sentir ce qui, lui, le touche là-dedans. Et il y a cette idée que moi j'aime beaucoup en montage, c'est d'empathie totale quand même s'il faut garder un esprit critique. Mais quand même, c'est-à-dire que, encore plus dans les films où il y a vraiment un point de vue, tu vois, les réalisateurs, il a fait un chemin énorme pour arriver jusqu'à toi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de son projet, développer le projet, aller chercher des sous, ça lui prend des années, quoi. Il a tourné son film. Toi, t'arrives, le minimum, c'est quand même d'essayer de comprendre vraiment finement ce qu'il a voulu raconter, tu vois. Donc après, t'es là pour l'aider à mettre en forme le mieux possible et lui dire, attention là, par rapport à ce que tu veux dire, peut-être ça sort un peu du truc ou ça m'emmène ailleurs, voilà. Mais je trouve que quand même cette idée d'empathie et de vraiment adopter le point de vue, c'est ce que j'adore aussi, d'ailleurs en montage. C'est de pouvoir se plonger dans des univers, alors ça c'est sûr, un documentaire, dans des réalités dont t'as même pas idée. Ça c'est passionnant. Et d'un film à l'autre, genre que ce soit des vautours ou des papillons ou des demandeurs d'asile. J'ai envie de dire, à chaque fois on rentre dans des mondes dont on n'a pas idée et je trouve qu'on est hyper privilégié sur la place qu'on a. Et ça, il y a pas beaucoup... Alors peut-être d'ailleurs les acteurs, c'est peut-être un peu ça, mais il n'y a pas tellement de métiers, je trouve, où tu t'es amené comme ça à te déplacer pour te mettre à la place. Ouais. Enfin, Peut-être les métiers sociaux, Ouais. peut-être aussi. D'ailleurs, ça faisait partie de... Si un jour j'arrêtais le montage, je me dis que... Partir dans le social. Mais bon, c'est dur, le social, c'est très très dur. Ouais, On est beaucoup mieux au montage, je Ouais, pense. je pense que c'est très éprouvant. Parce Ouais. que t'as pas... Enfin, on est touché par ce qu'on voit et tout, mais comme tu dis, c'est pas Bah, des gens t'as qu'on pas connaît la- réellement. Et du coup, t'as pas à gérer l'émotion, enfin, t'as pas à gérer directement. Mais ça n'a rien à voir, t'es l'émotion de l'autre. pas dans le faire, t'es Ouais. juste... Nous, on est là pour raconter des histoires... oui, c'est pas Voilà. du tout la même posture. On réceptionne, mais on n'a pas. On donne pas. On n'a pas à réagir en direct, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Alors après, non, je dis ça, en vrai, c'est vrai que... Moi, ce que j'adore, c'est de me plonger dans des univers. C'est pas toujours des univers sociaux, dramatiques, etc. Et par exemple, Patrice, avec Les Sources du Gange, mais bon, et après, avec Les Arrivants, c'était encore plus flagrant, mais... Oui, parce que Les Arrivants, c'était sur des demandeurs Ouais. d'asile, justement, parce que tu parlais tout à l'heure de demandeurs d'asile. Et donc, ce film-là, il l'a fait avec Claudine. Ouais. Et je me rappelle, il est sorti en salle, Ouais. c'est ça, je l'avais vu en salle. Ouais. Du coup, comment ça se passait là, avec le duo en salle de montage? Est-ce que tu as dû faire l'arbitre de temps en temps? Est-ce qu'ils avaient chacun un rôle Il y a eu une espèce de pacte dès le début quand on a commencé à travailler ensemble. C'est que comme c'est un couple, il m'avait dit tout de suite, écoute Stéphanie, s'il y a des trucs de fond sur lesquels on s'engueule, on va s'engueuler le soir. Et on reviendra le lendemain avec quelque chose qu'on aura décidé. Parce que moi, jamais j'ai voulu me poser comme arbitre entre deux. Oui. C'est-à-dire que chacun donne son avis,
Mais si vraiment il y a un gros différence qui arrive très peu, hein, ils réglaient ça entre eux, quoi. Moi, j'étais pas là pour faire l'arbitre entre eux, si tu veux. Mais en tout cas, concernant les débats internes en montage, on essayait vraiment de les régler à 3 et c'était quand même assez serein, hein. Il n'y avait pas de grosses prises de tête parce qu'on était quand même déjà très raccord sur les personnages, sur ce qui se dégageait du film, sur... J'ai vraiment pas le souvenir de douleur, de choses compliquées. Par contre, le souvenir que j'ai de ces films, de documentaires comme ça un peu lourds, en plus avec des sujets un peu lourds, c'est que c'était hyper pesant mentalement. C'est-à-dire tu rentres chez toi, t'es épuisé, quoi. T'as tellement mouliné toute la journée sur des... Puis c'est à tous les niveaux, c'est des vraies questions de cinéma. Tu vois, est-ce qu'à un moment tu coupes ce plan ou tu le coupes pas ce plan? Si tu coupes ce plan, ça dit ça. Si tu le coupes pas, ça dit ça. Mais d'ailleurs, ça c'est quand même en montage, c'est quand même assez vertigineux. C'est-à-dire tu as toujours cette responsabilité quand même ultime de si tu inverses de séquence, ça peut tout changer dans un film, quoi. Et ça, je trouve que moi j'ai toujours cette angoisse. Donc je vis avec, mais quand même c'est assez flippant. Mais par contre, c'était un vrai bonheur, quoi. Vraiment, c'était des vrais bons moments de discussion de cinéma et aussi ce qui se passait. Parce que par exemple, Les Arrivants, qui est donc sur un film sur des familles demandeurs d'asile, donc c'est quand même pas rien comme sujet, qui arrive en France, qui sont accueillis par une association qui s'appelle la CAFDA, où il y a des assistantes sociales qui les prennent par la main, qui leur disent oui, vous êtes dans le cadre de demandeurs d'ordre. Déjà, il y a ça. Bon, ça date, hein. Maintenant ça s'est vachement renforcé. Enfin, restreint. Oui. La CAFDA n'existe plus, par exemple. Enfin, c'était en plein 20e dans Paris. C'était une espèce de tour de Babel au milieu de Paris où les gens arrivaient, mais carrément du fin fond de la Tchétchénie. On les déposait par des passeurs, etc., devant la CAFDA. Oui, et puis la CAFDA, du coup, les aidait à faire leurs demandes. C'est ça. Donc il y a tout ce truc-là. C'est un endroit où tout le monde arrive, que des familles. Donc il y a des enfants, des femmes enceintes, enfin, il y a aussi tout ça. Et c'est vrai que ce lieu, il est incroyable parce que c'était une espèce d'endroit, du bureau, mais vraiment basique, quoi. Et tu avais des gens du monde entier, des langues du monde entier dans ce lieu. Et Les Arrivants, c'est ça. Enfin, ce film, c'est ça. Et moi, j'ai découvert ça, parce que je veux dire, je les connais pas, ces gens-là. Et ça a été un vrai choc, mais que j'ai eu à chaque documentaire, et encore maintenant, hein, quels que soient les films, c'est de découvrir des réalités qui sont à 2 mètres de toi, dont tu n'as aucune idée. Et par exemple, les plans, moi je me souviens dans Les Arrivants, Patrice et Claudine les ont filmés dans le métro. Je sais pas si tu l'as vu, là. Et ces plans dans le métro, à chaque fois, ça me bouleversait. Parce que je me disais, mais en fait, ces gens-là, tu les croises tous les jours. T'as pas idée une seconde de leur vie. Et c'est des vies tellement... je veux dire, Zara, là, c'est une héroïne, quoi, du temps moderne, tu vois. Elle est partie, je sais pas, elle avait je sais pas quel âge. Elle a été en prison en Syrie parce qu'elle voulait passer par la Syrie pour traverser, je ne sais plus... Ou non, en Libye, pardon. Après, elle a pris un bateau, il y a eu un naufrage, elle a perdu son chéri, elle est arrivée enceinte comme ça en France. Enfin, elle a 19 ans, t'imagines, enfin, donc c'est vrai que, bon, ça m'a pas mal bousculé, ouais. Ces films-là, tu sors pas indemne, quoi, de tout ça. Et en même temps, ça posait aussi la question de la vérité, parce que tous, ils essayent de... Tu vois, comme c'est tellement dur d'être demandeur, tu vois, d'être accepté, tu te poses tout le temps la question, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils disent et tout. Oui, je me rappelle qu'il y avait tout ce questionnement-là des assistantes de dire, de les aider à préparer l'entretien pour la demande d'asile et du coup d'essayer de démêler entre guillemets le vrai du faux, ce qui est un peu arrangé, est-ce que la traduction aussi est bonne, quel élément il faut mettre en avant pour que la demande d'asile passe, etc. C'était assez intéressant. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment passionnée dans le film, c'était aussi effectivement le fait de... Bon, bien sûr, on laissait les traductions. Bien sûr, on mettait pas de sous-titres. Donc ça, c'était une vraie aussi question, tu vois, au montage. Il y a une séquence qu'on a sous-titrée. Parce qu'effectivement, il y avait un vrai dialogue entre, c'était les Mongols et Caroline, et il y a un dialogue en même temps, et du coup, on s'est dit là, il faut sous-titrer, parce que c'est tellement génial ce qu'ils disent. Ils parlaient d'elle en même temps qu'elle fait un truc, tu vois. C'est le seul moment. Et tous les autres moments, on passe en fait vraiment par cette idée que c'est traduit par quelqu'un, t'entends la traduction, machin. Donc c'était aussi toutes ces questions de montage de à quel moment on coupe. Tu vois, parce que sinon la séquence elle est 2 fois plus longue. Comment tu fais pour... tu peux pas faire croire, comme c'est souvent le cas dans les 3/4 des films, quand il y a des gens qui parlent pas la langue. Mais donc ça aussi, tu vois, c'est des vraies questions en montage.
tu laisses la traduction, qu'est-ce que tu fais avec cette traduction? Enfin, c'était des vrais... Enfin, en tout cas, sur ces films-là, j'ai eu la chance de me poser des questions, mais c'est des retournements de cerveau, mais des vraies questions de cinéma, quoi. C'est-à-dire, et c'est tout le temps des histoires de regard. C'est-à-dire, là, l'idée, c'était que le spectateur essaye à la fois de se mettre à la place, mais on s'est vite rendu compte en montage, tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un qui arrive, que tu vois, qui est tellement différent de toi. Donc forcément, au bout du compte, bah, finalement, les personnages principaux du film, c'est devenu les assistantes sociales. Mais ça, on a fait tout un chemin, tu vois, par exemple. Parce qu'aussi, les assistantes sociales, pour le coup, c'est les personnes auxquelles vous vous identifiez le plus. Est-ce que, je sais pas, si les réalisateurs ou la monteuse avaient eu peut-être ce parcours d'immigration, de déplacement, etc., ça n'aurait pas donné le même film non plus, peut-être. Alors peut-être, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que tu fais un film avec ce côté. Donc en tout cas ces films-là... Mais cette idée-là, tu vois, de Paris, terre d'accueil, avec tous ces visages différents, toutes ces langues différentes, ça c'était vraiment une envie très forte de cinéma. Donc une envie de rencontre vers l'autre, quand même, profondément. Et j'ai l'impression que c'était presque un fantasme, parce qu'en fait, assez vite, on s'est rendu compte que, effectivement, tu peux pas comprendre, en fait, comme tu dis, c'est-à-dire que si tu viens pas de cette histoire-là, c'est hyper dur de se projeter dans le trajet de Zara, tu vois, qui a quitté, je sais, l'Érythrée pour venir... mais c'est vrai que c'est toujours la question du cinéma, c'est comment faire pour que toi, spectateur français, tu puisses te sentir touché par ça. Et c'est vrai que du coup, cette histoire de médiation de ce lieu est devenue hyper importante, parce qu'en fait, à la base, eux, ils avaient espéré faire un film dans les communautés, carrément. Tu vois, c'était ça leur film de base. Ça s'appelait, je crois que je dis pas de bêtises, Paris, port de mer, Paris, port d'accueil, ou un truc avec la mer, je sais plus exactement le terme. Et ils se sont rendus compte assez vite que c'était hyper compliqué de rentrer. Alors, t'as raison, c'est vrai que si tu fais un film, que toi, t'as vécu cette histoire d'exil, etc., et que tu fais un film, c'est très différent. C'est pas du tout le même film, d'ailleurs. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que finalement, même si elles nous agaçaient beaucoup, finalement, les assistantes sociales, parce qu'elles aussi, elles ont leur personnalité. Donc, bref, dans le film, il y en a de très, très différentes. Donc, Colette, qui est vraiment l'assistante sociale maman, tu vois, qui prend tout le monde dans sa vie, elle veut aider tout le monde comme ça. Et Caroline, qui est la jeune, qui déboule une sorte d'école, qui en prend plein la gueule, et plutôt que d'être dans la douceur en disant ah, machin, elle est dans la résistance, parce que c'est trop dur pour elle. Du coup, elle est insupportable avec les demandeurs d'asile, mais ce qui était génial pour le film, enfin, je veux dire, là, pour le coup... En termes narratifs. Nous, au montage, c'était un bonheur, parce qu'elle était tellement insupportable, tu vois, que ça crée un personnage tout de suite. T'oserais même pas, dans une fiction, écrire un personnage comme ça, qu'on voit chier des demandeurs d'asile, parce qu'ils ont 10 minutes de retard, tu vois, et qu'ils se sont paumés dans le métro, parce que ça fait 3 fois seulement qu'ils prennent le métro, et qu'elle leur dit « Ah bah non, mais j'ai pas le temps, hein, allez, salut hein !» Et tout ça, pour le film, c'était génial, parce qu'en fait, t'es dans cette idée en permanence que les gens se comprennent pas, en fait. Enfin, tu vois, il y avait un côté comme ça. Ouais. Et effectivement, nous, le point de vue, c'était d'essayer un maximum de s'appuyer sur toutes ces séquences fortes pour, et c'est ce que je trouve passionnant dans ces films-là, c'est rendre compte d'une vraie complexité. Et l'idée, c'est de toucher du doigt cette humanité, et je trouve que, pour le coup, c'est ces films comme ça, un peu larges, un peu, qui laissent un peu exister des personnages, etc. Ça permet de toucher une humanité un peu complexe, qui est plus compliquée à aborder, par exemple, sur des films plus formatés, je trouve. Après, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres films très beaux où tu peux, avec juste un entretien, avoir des choses qui se dégagent. Mais c'est vrai que là, il y a une complexité, mais qui se reporte au montage aussi, parce que du coup, forcément, tu fais des sacrifices, quoi. Tu vois. Oui, tu fais des choix. Tu fais des choix. C'est le principe du montage. C'est ça. Et du coup, tes arcs narratifs, ils sont un peu... Forcément, tu triches un peu. Je veux dire. Mais par contre, c'est vrai que tu as toujours cette espèce d'idée que quand même c'est des vrais gens et que il y a un moment, il faut le sauver aussi, ton personnage. Tu peux pas... c'est des vrais gens, quoi. Tu peux pas les dire, voilà, ils ont dit un truc horrible, je garde que ça, comme on fait en télé-réalité. Non. Je garde que ça, et puis tant pis, il va passer pour un con, tu vois. Non, enfin, je veux dire, il y a une complexité. Donc Caroline, il y avait quand même cette séquence où elle craque. Elle pleure, elle dit qu'elle n'en peut plus et tout. Et je pense que là, tu comprends en tant que spectateur tout ce qu'elle endure. C'est hyper dur. Tous ces gens qui arrivent, qui veulent tous quelque chose, qui ont tous des histoires atroces, que tu dois tout le temps leur dire non parce que tu n'as pas assez d'argent. C'est quand même une posture hyper dure. Quoi. Quand on parlait du social tout à l'heure, c'est hyper dur. Bref, du coup, j'en viens au fait que quand même, tu as une certaine... la base quand même en documentaire, c'est que tu es là pour rendre compte d'une réalité. Tu peux pas te permettre sous prétexte que ton film il est mieux...
en disant pas ça. Si c'est quelque chose d'essentiel pour le truc, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Tu vois, il y a quand même une éthique, d'autant que c'est des gens qui te font, enfin en tout cas aux réalisateurs, qui font confiance. Enfin, ça marche comme ça. C'est-à-dire s'il y a une perte de confiance, il n'y a plus de film documentaire. Oui. Et alors tu parles de beaucoup de fiction du coup. Je me demandais parce que tu fais aussi des documentaires animaliers. Ouais. Et j'imagine qu'en documentaire animalier, la fictionnalisation elle va avoir aussi une place importante. Ah ouais, c'est énorme. Pour tourner, tu tournes rarement, j'imagine, avec le même petit teigle ou le même petit lion. Donc, comment t'en es arrivé à faire des documentaires animaliers et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le montage de documentaires animaliers? J'ai fait une pause pour mon fils et il se trouve que, comme souvent, je pense à beaucoup de... Enfin, monteuse et maman, hein, je pense qu'on pourrait faire tout un podcast dessus. C'est pas simple. Et donc, j'ai eu une pause, et après cette pause, voilà, c'est toujours pareil, tu te dis, merde, je suis là, bonjour. Donc, j'ai relancé plein de trucs, et je me suis retrouvée dans un domaine que je connaissais pas du tout, qui est des films un peu d'aventure, de voyage, beaucoup avec des réalisateurs, moins de réalisatrices, mais des gens, par contre, c'est pas du tout le même style. Donc beaucoup des chefs-op d'ailleurs qui deviennent réels mais qui sont à fond, donc c'est hyper agréable parce qu'ils ont une énergie de dingue. Mais par contre, faut que ça envoie quoi, tu vois, ils sont pas en train de se prendre le chou 15 ans, c'est ton séquencier, tu le fais, paf paf, il est comme ça et on y va. Donc c'était chouette aussi parce que ça m'a complètement changé d'univers. C'est-à-dire que moi j'étais dans un univers assez cérébral, assez passionnant, mais quand même un peu tu vois. Et là j'arrivais dans un truc où il fallait envoyer, il fallait que les belles images, un bel univers, on est embarqué, on se prend moins la tête effectivement sur peut-être le comment dire, l'aspect psychologique, voilà. Et ça j'étais très contente de ça parce que ça m'a ramené un peu de légèreté. De légèreté, exactement. Et du coup, de fil en aiguille, j'avais monté un premier film animalier avec Guillaume Mediachevski, maintenant qui fait des super beaux longs métrages. Et on avait fait un film sur les babouins. Et moi, j'avais jamais fait de film animalier de ma vie. J'ai dit, moi, je regardais des tonnes de rush, pas de problème, mais alors... des babouins. Même au début, en dérushage, j'étais là, babouin, plan large, babouin, gros plan. Comment on fait quoi, tu vois, j'étais vraiment emmerdée parce que quand t'as Lolita qui te raconte sa life, tu dis elle parle de ça, ça va pour dérocher. Mais quand t'as un babouin là, un babouin qui fait ça truc, Mais ce qui était chouette avec Guillaume, c'est que lui, il avait une approche fiction, à mort. Genre lui, ce qui l'intéressait, et c'est ce qui me passionne en documentaire animalier, c'est que t'es là pour raconter des vrais comportements. Tu ne peux pas te permettre de tricher. Au sens que les comportements, ils sont vrais. Ce qui se passe, c'est vrai. Et c'est validé ensuite, d'ailleurs, par des scientifiques. Chaque film animalier, c'est toujours validé par un scientifique. Tu peux pas te permettre de dire que, je sais pas quoi, un gypaète barbu, il mange je sais pas quoi, alors qu'en fait, il mange des os, quoi. C'est pas possible. Par contre, là où on prend beaucoup de liberté, et ça, Guillaume m'avait vachement allégé là-dessus, parce que moi, je me prenais vachement la tête, comme tu dis, là. Mais alors attends, parce que là, le babouin... c'est pas le même babouin que... Et puis alors là, celui-là, il fait ça, mais l'autre, il fait pas... Il m'a dit, attends, mais non, je t'arrête tout de suite. Moi, ce qui se passe chez les babouins, je le sais. J'ai lu, je sais. En plus, il a effectivement une formation, mais comme Emmanuel Rondeau, là, avec qui j'ai fait les vautours, c'était génial. C'est que c'est des gens, ils sont passionnés par ce qu'ils filment. Et quand ça parle de nature et d'animaux, ce qui est génial, c'est que souvent, c'est des biologistes, c'est des naturalistes. Et en l'occurrence, ce qui était super avec Guillaume, mais que j'ai continué après avec les autres réalisateurs avec qui j'ai bossé, c'est que je me suis rendu compte que du coup, en fait, on avait beaucoup de liberté. C'est-à-dire que, grosso modo, on part de séquences existantes, où il y a, je dis n'importe quoi, pour les vautours, là, le vautour moine qui est en face de moi, quand il arrive sur le nid et qu'il s'occupe de son petit... c'est une séquence, tu vois, tu peux pas prendre un moment 3 semaines avant où le petit il était tout petit, enfin voilà. Tu t'appuies sur des vraies séquences de comportement, tu construis autour de ça en fait, ton histoire. C'est l'histoire d'un babouin qui jeune quitte son clan, parce qu'ils seront dégagés quand ils sont jeunes, et ils doivent se recréer un clan et devenir du coup, si possible, le chef. Donc c'était cette espèce d'arc narratif comme ça. Et ce qui est super en animalier, c'est que c'est tout de suite des situations de vie ou de mort. Donc tu as quand même des enjeux à chaque fois hyper forts. Donc déjà, tu en as souvent. Après, tout ça, pour le coup, c'est réécrit. Donc après, je sais qu'en documentaire animalier, il y a plusieurs écoles. Il y a une école très très éthique
qui veut pas qu'on personnalise, entre guillemets, les animaux, parce qu'il trouve que ça fait du, comment on dit, tu sais, quand tu... Tu personnifies un peu. Ouais, tu sais, tu fais de l'anthropomorphisme. Voilà. Donc ça, c'est la seule limite. C'est qu'effectivement, des fois, il y a des films animaliers où tu es un peu limite. Alors, tu mets un peu tes enjeux d'homme dans la vision des animaux. Donc là, là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs réalisateurs. Ça, là-dessus, moi, je suis en fonction du point de vue de chacun. Mais par contre, ils se basent, c'est toujours pareil, sur des comportements réels. Et autour de ça, tu crées des personnages. Donc, effectivement, le babouin en question, là, Waouh, il s'appelait. Par exemple, je me souviens d'une séquence où on dit que au début, il se fait pas accepter par le clan, donc il finit tout seul au bord de la rivière comme un pauvre malheureux. Et puis on voit un autre qui est avec lui près de la rivière, puis qui a plus de bras parce qu'il s'est fait croquer par un crocodile, c'est ce qu'on dit. Je sais pas si c'est la vérité, mais ça arrive. Il y a des babouins qui se font croquer par des crocodiles, donc on peut imaginer que celui qui a plus de bras, c'est ce qui s'est passé, mais on n'en sait rien. Ouais. Donc ça aussi, c'est comme ça que tu ramènes des choses qui sont vraies, mais tu t'en sers pour ton histoire. Ouais. Donc c'est hyper passionnant, parce que du coup, à la fois, tu es toujours entre la vérité et te renseigner sur la véracité des choses, parce que tu peux pas te permettre de dire des choses qui sont complètement fausses. En même temps, tu prends ce qui t'intéresse, et le reste, tu le laisses. Et donc ce fameux babouin qui se retrouve tout seul au bord de la plage, tout malheureux, comme ça, alors on le voyait, il farfouillait dans des cailloux, on a mis une musique un peu triste, on dit « Oh, le pauvre malheureux ». Mais en fait, pas du tout, c'est juste qu'il était là, il cherchait à bouffer... Et puis, à ce moment-là, il n'était pas spécialement rejeté par un clan, tu vois. Tout ça, c'est fabriqué pour le coup. Donc, je ne veux pas démolir mais les coulisses, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, tu te bases sur des choses réelles, et à la fois, il y a l'émotion que va te procurer telle ou telle séquence. Et alors, du coup, pour revenir au dérush, quand tu dérushes du coup des films animaliers, qu'est-ce que tu vas... Parce que, comme tu disais, tu vas pas mettre babouin tout le temps. Est-ce que tu dérushais en notant les actions, les regards, comme tu dis, ce qui te servait pour après, ou comment... Effectivement, moi, je me laisse beaucoup porter en animalier, parce que par l'ambiance de la séquence. Parce que je me suis rendu compte que d'amener une temporalité, ça participe de la fiction. C'est-à-dire, si tout d'un coup, tu as un truc qui se passe plein pot, gros soleil, et la séquence d'après, tu sais que c'est la séquence qui devrait aller après, mais elle, c'est sous la pluie, ou j'exagère, mais ça marche pas, en fait. Donc, il y a aussi tout ça. C'est-à-dire que je m'appuie vachement sur les éléments d'environnement. Donc, il y a l'action, quand il se passe quelque chose, parce qu'il y a ça aussi, c'est que, par exemple, les vautours, ok, une curée, c'est une curée. Enfin, la curée, c'est quand ils viennent tous manger, tu vois. Curée 1, curée 2, curée 3, enfin... à la fin, tu vois, avec Emmanuel, on te dit, bah, curée, quoi. Allez, curée. Bon, et donc, on regarde s'il y a des plans qu'on peut prendre, tu vois. Par exemple, le gros plan du vautour qui va tirer les viscères. Celui-là, il est vachement plus... tu vois, il marche mieux que celui d'il y a 3 curés. Ouais. Voilà. Donc, tu dérushes aussi par séquence. Ouais. J'en reviens toujours quand même aux séquences. Et voir après s'il y a des plans que tu peux mélanger ou construire carrément des choses. Mais c'est plus rare. Par exemple, je sais que dans la savane, là, pour revenir à mes petits guépards, il y avait une séquence qu'on avait complètement construite, mais qui marche très bien, mais qui est complètement construite, qui est fausse. C'est qu'il y a des petits guépards, au début, la maman guépard, elle peut pas les amener chasser, ils sont trop petits. Donc elle est obligée de les planquer. Et on avait créé avec Guillaume un moment où il y a une hyène qui arrive au loin et les petits guépards, au lieu de rester planqués, ils montent sur un petit arbre. Tu vois, ils sont au pied d'un acacia et puis au lieu de rester comme ils montent. Et on les voit qu'ils montent parce que ça monte très bien aux arbres, les guépards. Donc ils montent et puis il est là. Et puis alors nous, on a créé un autre truc, genre la hyène, elle l'a senti et puis truc, ça marche hyper bien. Ouais. Ça, c'est fake total. Mais c'est quelque chose qui arrive dans la vraie vie, par contre. Tu vois. Et on finit, bien sûr, où on ne sait pas. Parce que comme on n'a pas c'est comme les histoires pour enfants, tu laisses le suspense et la maman arrive. Et ça, c'est un vrai moment qu'on a eu où elle les cherche en fait. Ouais. Et elle est en panique totale. Donc elle est pleine de sang parce qu'elle ramène à manger. Donc c'est assez sanguinolent, elle a du sang partout et elle les cherche partout. Et ça, c'est un vrai moment pour le coup. Et c'est ce moment-là qui nous a donné l'idée d'un ventre qui était faux. Ouais. Et bien sûr, elle les retrouve parce que quand même... faut que ça se finisse bien. Voilà. Ok. Tu as vécu beaucoup à Paris et donc tu as déménagé il y a 2 ans, je crois, à Angers. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien et dans ta pratique du montage ? Alors, bon, c'est une décision liée à la famille, parce que je trouve que c'est des métiers où quand même tu es complètement immergé quand tu es en montage. Et il y a la vérité de la vie familiale qui se rappelle à toi. Et plus ça allait, plus quand même je le subissais beaucoup. En région parisienne, je me suis rendu compte qu'en plus, comme les temps de montage se sont raccourcis,
Je trouve qu'on passe encore plus des grosses journées. J'avais un peu ce sentiment-là. Et l'autre chose aussi, c'est n'étant plus vraiment sur des... Enfin, moins les dernières années, là ça revient, mais sur des films, j'ai envie de dire, d'auteur. C'est vrai que je suis arrivée sur des films où le réalisateur était quand même moins présent, même s'il était quand même là, hein, mais moins présent. Et je me suis retrouvée beaucoup à monter toute seule, ce dont j'avais moins l'habitude. Et quand même, beaucoup de fois, je me suis dit, putain, c'est con quand même, je mets 1 heure pour aller bosser, 1 heure le matin, 1 heure le soir, je suis toute seule dans une salle de montage qui n'est pas toujours géniale. Ouais. Je sais pas, toi, comment tu ressens ça, enfin... Bah oui, c'est vrai que des fois, quand tu dois faire 1 heure de transport pour aller tout seul dans ta salle de montage, tu dis bon, on aurait été plus près de la maison pour faire la même chose, ça aurait pas été plus mal. Bah, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'émulation par moment. Moi, je sais pas en fait. Alors, ça m'a commencé à me questionner et ça faisait un moment que niveau familial, mon chéri, entre autres, avait très envie de partir de Paris parce qu'on subissait comme beaucoup les contraintes de logement. On avait beaucoup de mal à se loger, j'ai 2 enfants, enfin tu vois, ça devenait un petit peu compliqué. Et est arrivé comme beaucoup le Covid, avec l'essai du travail à distance. C'est vrai que chemin faisant, je me suis rendu compte que j'avais moins en moins de raisons d'être à Paris, dans le sens où je croisais moins de monde, que j'étais de plus en plus toute seule dans des salles de montage, et que voilà, avec ma vie de maman, j'allais plus à des projos et des trucs et des machins, tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Donc tout ça a fait son chemin et on s'est dit ok, on essaye. Moi j'étais hyper angoissée en arrivant, je savais pas du tout si ça allait le faire et en fait je me suis rendu compte que le cheminement que j'ai eu moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu quand même, donc je sais pas maintenant à l'heure actuelle d'ailleurs à Paris s'il y a toujours autant de gens, mais j'ai eu quand même une production qui m'a appelée et qui m'a dit est-ce que tu es encore à Paris, et ne sachant pas que j'avais déménagé, donc je me suis dit je devais pas être la seule. J'ai dit non, je ne suis plus à Paris mais c'est pas grave. Et en fait alors forcément ça change un peu. Donc par rapport au film où j'étais déjà toute seule, c'est super parce qu'en fait je suis chez moi. Alors je croise potentiellement un tout petit peu moins de gens, mais enfin c'est pas non plus les quelques personnes que je croisais à la machine à café, voilà, mais en gros c'est pas très grave. Et surtout j'ai le sentiment, par exemple les vautours, Emmanuel il est venu travailler 10 jours avec moi en début de projet. Lui étant d'ailleurs naturaliste, il était hyper content, enfin il est cinéaste, voilà, mais il a une base, quand même, il vit en plein milieu de la montagne, dans les Alpes, paumé, donc il était très content de ne pas être à Paris. On allait se faire des balades, enfin il y a quand même un contexte qui fait que c'est vrai que sur un animalier ou pas d'ailleurs, parce que Sarah c'est pareil, l'idée de pouvoir aller se balader et de pas être dans un contexte parisien, je pense que ça amène quand même un peu d'air. Oui, une détente peut-être. Une aussi, détente. Bon voilà, enfin, ça c'est mon point de vue. Après d'aller manger dans un petit troquet à Paris, c'est hyper sympa aussi. Enfin voilà, faut pas non plus. Mais... Et puis du coup, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure là, des films que j'ai montés, c'est que souvent j'ai le réalisateur avec moi au début. Après, chacun repart chez lui. Mais par contre, on se voit tous les jours en visio. On boit des cafés ensemble en visio. On se parle. Et en tout cas, avec Emmanuel, c'était hyper fluide, quoi. Et ce qui était génial, c'est que du coup, moi, j'avançais sur des séquences. Je lui envoyais dans la journée. Hein, enfin, je veux dire, vraiment, on était en connexion. Donc, il découvrait la séquence déjà en place. Et lui devait construire le récit. Et ce qui était génial, c'est qu'il me renvoyait une voix. Alors ça, c'est parce que lui aussi, ça évolue, mais il connaît Première, enfin voilà. Et il me renvoyait la séquence avec la voix calée dessus. D'accord. Très bien. Et du coup, on a vraiment bossé à 4 mains comme ça, et c'était génial. Enfin, on a vraiment eu le sentiment d'être ensemble. Enfin, je pense que ça n'a pas... Mais ça dépend vachement les réalisateurs, ça dépend l'implication, ça dépend... Là, le film de Sarah, si elle n'était pas venue, ça aurait été compliqué quand même, je pense. Donc, affaire à suivre, hein, parce que ça fait à peine 2 ans. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais j'exclus pas d'aller 3 mois à Paris si... Enfin, là, tout de suite, avec la famille, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas fermé non plus. Mais globalement, c'est plutôt positif. Alors, c'est juste que des fois, je me sens un peu toute seule. Ouais. Et un peu en vase clos. Donc, à la fois, c'est chouette parce qu'il y a ce côté bulle qui est agréable, parce que c'est un lieu agréable et je me sens bien ici. Et du coup, j'ai cet espace-là où je sais que je suis hyper efficace. Ça, c'est vrai. Par contre, je trouve que j'ai gagné en efficacité... le fait de ne pas avoir les trajets, les machins et tout ça.
et aussi d'être plus concentrée, je pense, quand je suis là, parce que je suis vraiment à ce que je fais. Par contre, et de pouvoir gérer ma vie de famille, ça c'est quand même chouette, c'est-à-dire de pouvoir, si tout d'un coup tu vas chercher tes enfants, bah t'y vas, et puis tu t'y remets un peu le soir, voilà. Par contre, c'est vrai que des fois je me sens un peu isolée, et parfois il y a un peu un mélange des genres. C'est-à-dire, lundi dernier, mon fils n'a pas eu cours tout d'un coup, et j'avais le producteur qui était là, la réalisatrice, voilà. Bonjour, voilà. C'est les limites du genre. Mais j'exclus pas d'avoir un lieu, en fait, ici. C'est-à-dire de pas forcément être dans la maison. Oui. Ça, je dirais que c'est peut-être... et puis peut-être d'avoir un lieu avec d'autres. Donc finalement... Oui, se regrouper en collectif ou en... Ouais, je sais que sur le Mans, il y a ça déjà. Ouais, il y a la Cité du cinéma. Voilà, ça, exactement. Cité du cinéma. Donc, mais c'est bien que ça se développe, je trouve, en région. hors de Paris, quoi. Ouais, en région. Il y en a beaucoup à Lille, mais Lille, c'est 1 heure de Paris, donc c'est presque la proche banlieue, quoi. En tout cas, je trouve que les gens sont vachement moins résistants à l'idée de... Là, j'ai été appelée, je sais pas si ça va se faire, mais j'ai été appelée sur un gros projet. J'ai dit tout de suite, hop, 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 je t'arrête, je suis à Angers. Mais pas de problème. Je suis tombée des nues. Je fais, bon, pas d'accord. Et du coup, je trouve que ça fait évoluer le rapport aussi, parce que il y a quand même quelque chose de moins speed, quoi. Tu vois, qui, je trouve, va mieux avec le montage. C'est vrai. Et est-ce qu'à terme, ça va éloigner les réalisateurs des salles de montage? Enfin, il y a ça aussi. Ouais. Je sais pas. Toujours les questionnements de la place que tu prends, les relations que tu crées ou pas. Enfin, c'est toujours... Je pense que ça dépend des projets, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses, quoi. C'est sûr que le fait d'être vraiment tout seul chez toi avec le projet, ça exclut quand même des films d'auteur pointus, des choses où vraiment il faut que le réalisateur soit là tout le temps. Enfin, mais il y a quand même beaucoup de films que tu peux faire à côté de ça, tu vois. Bah, je sais pas, affaire à suivre, je ne sais pas. Peut-être dans 1 an, je te dirai non, j'en peux plus. Je veux retourner à Paris avec tout le monde et courir dans le métro. Bon, écoute, merci beaucoup pour... désolée pour le... Non, mais c'était bavardage. Vraiment... C'était trop bien. C'était hyper intéressant. Donc, écoute, tant mieux. Super. Allez, cut. C'était le dernier épisode de cette 2e saison de Play, Pause, Cut. Je compte sur vous pour liker et mettre un maximum d'étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Abonnez-vous au compte Instagram et Facebook où je continuerai de partager du contenu régulièrement. Vous pouvez écouter, réécouter, commenter et partager la 20aine d'épisodes déjà disponibles. Un grand merci pour vos écoutes et vos retours enthousiasmants. À bientôt!